Les mécanismes dans l'endométriose, contre toute attente, ne sont pas principalement inflammatoires. La part inflammatoire existe essentiellement pendant les règles, ce qui justifie d'ailleurs la plupart du temps des anti-inflammatoires à ce moment-là. Le reste du temps, les mécanismes sont de 3 ordres. La douleur n'est jamais dans la tête, mais la tête a une sacrée action sur les douleurs. En premier lieu, l'allumette de l'incendie de la douleur, c'est une douleur neuropathique, d'expression neuropathique, c'est-à-dire que c'est une irritation des terminaisons nerveuses là où est située la maladie. La maladie est inflammatoire, on est tous d'accord, mais cette inflammation, elle est à bas bruit. Elle n'est pas directement responsable de la douleur, mais indirectement en venant irriter les terminaisons nerveuses là où elle est située. Ça, c'est le premier point. Et on a des douleurs qui sont d'ordre en général à type de brûlure, d'élancement, de coups de poignard, de décharge électrique, ça va dans le dos, ça va dans les jambes. Ça a des trajets, en fait, qui sont les trajets nerveux. Deuxième élément fondamental, c'est que quand un nerf est irrité, il entraîne automatiquement une perte de mobilité du tissu concerné. Ligaments, tendons, muscles. Tout tissu élastique qui s'arrête de bouger, tendons, ligaments, muscles, va se rétracter et devenir une crampe. Et quand c'est une crampe, ça fait mal. On a 2 cercles vicieux. C'est que quand ça crampe, ça vient coincer le nerf. En fait, quand un tissu ne bouge pas, il augmente localement un phénomène inflammatoire qui vient irriter un peu plus la terminaison nerveuse. Le nerf a plus mal, il coince plus le tissu, qui a plus mal, qui coince plus le nerf, etc. Donc ce n'est pas la maladie qui avance, c'est ce couple-là. Et il y a un deuxième cercle vicieux, c'est que tous nos tissus sont en lien les uns à côté des autres. On va avoir un effet domino d'arrêt de mobilité de proche en proche avec le temps, qui va expliquer de nouveaux symptômes. Les troubles digestifs sont souvent liés à cette perte de mobilité du tube digestif. Les troubles vésicaux sont liés au fait que la vessie s'arrête de bouger. Si une vessie s'arrête de bouger, les urines non plus ne bougent plus, elles sont stagnantes sur le sphincter. Premier symptôme, on a envie de faire pipi tout le temps. Et au fur et à mesure, c'est un muscle la vessie. Elle va être de plus en plus contractée, on aura peut-être même du mal à extraire ses urines. Et puis si l'utérus s'arrête de bouger, ce sont des douleurs de dyspareunie au rapport sexuel. Le vagin peut s'arrêter de bouger, on a des douleurs à la pénétration. Et ce phénomène va grandir avec le temps. Nerfs irrités, tissu qui bouge pas. Et notre troisième élément, c'est bien le cerveau. Les douleurs ne sont jamais dans la tête, mais la tête a une sacrée action donc sur les douleurs. Dans notre cerveau, nous avons des zones de contrôle de la douleur et des zones qui amplifient le message. Ce cerveau, il se construit au cours de notre existence, depuis notre conception dans le ventre de notre mère et de toutes nos épreuves de vie. Ces épreuves de vie, elles vont modifier des interactions dans ce cerveau et vont éventuellement amplifier des zones qui elles-mêmes amplifient l'information douloureuse. La zone frontale, par exemple, c'est une zone de contrôle de la douleur. Si nous avons mal et que nous faisons une IRM fonctionnelle, nous allons voir la matrice douleur s'allumer, elle est à peu près ici, et si on regarde un film qui nous intéresse, si on a un détournement de l'attention, c'est cette zone frontale qui va s'activer et venir réduire l'information douloureuse. C'est comme ça que fonctionne notamment la méditation. Et puis, au très profond, nous avons la zone limbique qui gère nos émotions négatives. Quand il y a une émotion négative, elle s'active. Stress, dépression, anxiété, toutes ces émotions négatives vont activer cette zone qui, quand elle est active, va amplifier le message douloureux. On voit donc qu'il y a aussi des axes de prise en charge par rapport à ce cerveau. Au-delà de ce triptyque douleur, nerfs irrités, tissu qui ne bouge plus, cerveau qui mouline, nous avons un élément fondamental qui explique la chronicisation des douleurs. C'est l'hypersensibilité. Cette hypersensibilité, elle peut être et partir du corps, mais aussi du cerveau. L'information fixe la notion. Une information inflammatoire permanente va finir par abîmer les cellules de notre corps, qui vont même se modifier jusqu'à leur génome et provoquer de nouvelles molécules inflammatoires qui auto-alimentent le système et donc qui rend ce système sensible. Une stimulation plus basse va être perçue comme douloureuse. Au niveau de notre cerveau, nous avons le même système. La répétition d'un stress chronique, d'une histoire qui va être douloureuse, peut modifier aussi toutes nos cellules du cerveau de la même manière qui vont devenir sensibles et augmenter le message douloureux au niveau cérébral. Alors les traitements médicamenteux de ces douleurs, eh bien on peut faire référence à nouveau à ce triptyque douleur. Dans un premier temps,
Le moment des règles, c'est un moment inflammatoire. C'est le seul moment qui légitime la prise en charge par des anti-inflammatoires, voire des opioïdes tels que la lamaline, la codéine, par exemple. Au-delà de ces règles, le système étant principalement de mécanismes neuropathiques, eh bien, ce sont d'autres types de traitements qui vont être intéressants, notamment sur des douleurs chroniques. Deux catégories, les antiépileptiques et certains antidépresseurs à visée antalgique qui ne sont pas avant toute chose antidépresseurs, mais bien antidouleurs. Ils boostent une voie de contrôle de la douleur. Après la mise en place de ces traitements pour la part neuropathique, nous avons toutes les prises en charge non médicamenteuses, notamment pour la part corporelle. Il faut faire rebouger le système. On a bien sûr l'ostéopathie pour déverrouiller et nous avons l'approche de rééducation pour renforcer musculairement et rendre plus efficients ces muscles à mieux maîtriser une information douloureuse. Et puis après, nous avons enfin la prise en charge cérébrale. La prise en charge cérébrale, elle peut, et elle est là, pour arriver à booster les zones de contrôle de la douleur et à réduire les zones qui amplifient le message. La méditation va booster la zone frontale. L'hypnose va booster la zone occipitale, qui est une zone qui maîtrise l'information douloureuse. Et puis enfin, on a l'approche psychothérapique, sophrologique, qui peuvent réduire la part de la zone limbique, qui, elle, je vous le rappelle, est une zone qui amplifie le message douloureux. Au-delà de ces différentes approches, on peut aussi parler de la TENS. La TENS, c'est de la neurostimulation transcutanée, c'est un petit boîtier qui va diffuser une information électrique. Deux grands intérêts de la TENS. En premier lieu, elle va avoir un rôle antidouleur localement ou via la stimulation d'endomorphines. Les endomorphines, ce sont nos propres morphines à nous qui peuvent être stimulées. Le deuxième intérêt de la TENS, c'est de remobiliser les tissus qui sont figés. Voilà les deux grands intérêts de la TENS. Il y en a quand même un troisième que l'on utilise beaucoup, notamment dans le cadre de douleurs et de dysfonctionnement de la vessie ou des organes gynécaux comme l'utérus et le vagin. Et c'est là où on positionne les électrodes, notamment au niveau de la cheville. En fait, au niveau de cette cheville, passe un système dit parasympathique. Le système parasympathique est un système anti-inflammatoire. Et le fait de le stimuler régulièrement va permettre d'augmenter une partie anti-inflammatoire sur une maladie qui est inflammatoire. J'en reviens justement à cet aspect inflammatoire. Je vous l'ai dit, l'inflammation n'est pas le principal responsable direct de la douleur. Pour autant, la maladie l'est. Et cette inflammation à bas bruit, évidemment, irritabilise nos terminaisons nerveuses. Comment arriver à limiter cette part inflammatoire? Il y a plusieurs objectifs. On sait pertinemment que le fait de bouger des tissus musculaires, tendineux ou ligamentaires permet de mieux drainer finalement l'inflammation. C'est pour ça que l'activité physique est aussi importante que l'approche, bien sûr, ostéopathique et kinésithérapique aussi. Mais l'activité physique va permettre de maintenir ce que font les professionnels de santé autour de ces tissus qui ont perdu de leur mobilité. Il y a un deuxième aspect, c'est l'alimentation. L'alimentation anti-inflammatoire va permettre de limiter, bien sûr, cette part inflammatoire provoquée par la maladie chronique. Et puis, on peut aussi avoir l'approche de l'acupuncture. La médecine chinoise, l'acupuncture font partie de ces approches médicamenteuses ou non médicamenteuses qui ont été parfaitement démontrées dans leur rôle anti-inflammatoire et dans leur rôle de rebooster nos énergies et nos immunités. Adresser à un médecin de la douleur, c'est adresser à un partenaire de santé. Nous ne remplaçons ni le gynécologue, ni le médecin généraliste, ni la sage-femme. Vous avez ce rôle de mettre en place une stratégie autour de la sphère gynécologique. Notamment dans le cadre des douleurs de dysménorrhée, il est intéressant de mettre en place une pilule qui va couper les règles. Ça n'est pas le rôle du médecin de la douleur. Notre spécificité, elle arrive à un moment où vous vous sentez débordé ou dans un cadre de douleur chronique où vous avez pu mettre en premier recours certaines thérapeutiques qui ne fonctionnent pas. Et dans ces cas-là, nous arrivons en complémentarité de votre prise en charge gynécologique. En guise de conclusion, j'aimerais dire un mot sur le réseau et la filière Endo-Île-de-France. Un des grands intérêts, c'est ce regroupement de professionnels de santé autour des patientes
touchés par l'endométriose. Vous avez, au travers de l'annuaire, un tas de professionnels vers lesquels vous pouvez orienter vos patientes. En particulier, si elles sont douloureuses, vous pouvez orienter vers les centres de la douleur spécialisés, vers un médecin de la douleur spécialisé. Vous pouvez aussi les joindre et nous pouvons tous ensemble pouvoir partager nos particularités, nos connaissances et notre prise en charge partagée autour de la patiente.